Nous sommes le 30 juillet 1910, il est exactement 21 h et j'ouvre cette assemblée par la présentation des agents ici présents. Monsieur Emmanuel Chatillon, ingénieur métallurgiste, propriétaire d'une fonderie à Brioude et actuel maire de Mercœur. Monsieur Henri Charpentier, ingénieur civil des mines de l'école de Lille, et son apprenti Jean Mativet, et moi-même Louis Guérin, maire d'Ally. Messieurs, l'audience est à vous. Comme l'a dit monsieur le maire, je suis Emmanuel Chatillon, ingénieur, inventeur du traitement d'antimoine par plaque volatilisante et propriétaire de la fonderie de Brioude. On estime que dans les parties bien minéralisées, on avait un rendement de 500 kg de minerais marchands au mètre carré, avec une teneur de 60% de métal, composé de 1/3 d'antimoine et 2/3 de plomb, tenant 1 à 2 kg d'argent à la tonne. Oui, madame Grenier? Madame Marie Grenier, minéralogiste à Brioude. Permettez-moi de revenir sur votre exposé, monsieur Charpentier. Oh, quel honneur! Une minéralogiste qui nous offre ses lumières. Vous pouvez bien vous moquer de moi, monsieur Chatillon. Je n'aurai pas peur des mots. Moi, le terrain de la mine, je le connais bien. Et sans vouloir vous offenser, chers collègues, c'est pas une mine de boulangerie, mais une mine de CMCite. Oh, si vous voulez, mais la composition en est la même. Pas exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce cas précis, la composition 1/3, 2/3 de plomb et d'antimoine n'a pas lieu. Mais beaucoup plus riche en soufre que vous ne le laissez penser. La science d'aujourd'hui nous a été léguée par des anciens, et parfois au prix de leur vie. Sans parler des femmes qui ont été brûlées ou enfermées pour sorcellerie. Oh! Alors c'est pour ça que je vous demanderai d'être très précis. Je vous remercie. Intervention fondamentale, madame Grenier. Merci. Nous Saucigné, contrôleur des mines à Clermont-Ferrand. Nous sommes rendus le 21 août 1900 à la mine d'antimoine de Freycinet-la-Rôde, commune d'Ally, pour procéder, conformément à l'article 13 du décret du 3 janvier 1813, à une enquête au sujet d'un accident ayant causé la mort de l'ouvrier mineur Eugène François, alors âgé de 21 ans. Cet accident, survenu le 19 août, a été porté à la connaissance du service des mines par une lettre du même jour de M. Chacornac, directeur de la mine de Freycinet, de la visite du lieu de l'accident et des renseignements fournis par les sieurs Chacornac, ingénieur, Rios, surveillant, David, âgé de 35 ans, ouvrier mineur, et Vigo, âgé de 28 ans, trieuse. Il ressort que François a été tué dans les circonstances suivantes. Pendant la nuit du 18 au 19 août 1900, les ouvriers David et François avaient travaillé à la construction d'un plancher protecteur à la base du puits de la Rôde, dont la profondeur totale est de 54 mètres. À 6 heures du matin, la nuit étant finie, les ouvriers montèrent ensemble au jour en se tenant debout sur le bord de la benne, ou cuve d'épuisement. Dès que la benne fut arrêtée au niveau de l'orifice du puits, les ouvriers s'empressèrent de la quitter. Eugène François n'a pu gagner la terre ferme et il est tombé dans le puits en se brisant le crâne. La mort a été instantanée. Tous les témoins sont d'accord pour affirmer qu'au moment de l'accident, la benne était complètement arrêtée depuis un instant et qu'elle n'a eu aucune oscillation anormale ayant pu faire perdre l'équilibre à l'ouvrier Eugène François. L'ouvrier Vigo, alors en route pour la laverie, est témoin de la scène et ne peut dire si cet ouvrier a glissé sur le bord de la benne ou sur le rebord du puits. Elle affirme seulement que François avait abandonné la chaîne de la benne avant d'avoir saisi le guide en bois. Eugène François, pendant une chute de 54 mètres, a percuté un corps dur, très probablement un éclat de roche, qui a déterminé une plaie demi-circulaire et une fracture du temporal avec pénétration probable des fragments dans le crâne. Une autre plaie circulaire existe vers le tiers externe de la région sous-claviculaire gauche. Elle paraît profonde et semble avoir ouvert les vaisseaux sous-claviers.
La face externe de la main, de l'avant-bras gauche, la moitié gauche de la face sont le siège d'une brûlure superficielle et parsemée de petites plaies produites par la pénétration à travers la peau, à des profondeurs variables, de menus fragments de rochers. Il est mort sans avoir pris connaissance, quelques secondes avant de percuter la base du puits. Il n'avait que 21 ans. Je vais annoncer ça à sa pauvre mère, elle mourra de chagrin. Nous avons grandi ensemble, Jeanne et moi. Il était de 7 ans mon cadet. Quand il était en âge de marcher, il devait avoir quoi, 3 ans? Sa mère me le confiait sans ennui, et je m'occupais de lui. On était fiers comme des coqs, en traversant Ali pour rejoindre la mine des anciens. On s'arrêtait toujours chez le vieux Jean et sa femme, ridée comme une vieille figue. Elle nous donnait toujours un verre de lait frais. On continuait tout droit, dans le sentier, jusqu'à rejoindre la mine de la Rode. Une fois arrivés en bas, on buvait l'eau du ruisseau. Au passel en contrebas, si elle avait l'air limpide de l'extérieur, elle devenait rousse dès qu'on y mettait un pied. Elle avait le goût du soufre, du fer et l'odeur du soufre. Il y a de cela plus d'un siècle, vers 1760, alors que les foires animaient encore la place du village, où se réunissaient une fois le mois les commerçants venus des lieux voisins, avec vin, victuailles et autres merveilles de goût et de senteur, le vieil Antoine, lui, restait enfermé dans son moulin, nuit et jour. Même sa femme travaillait d'arrache-pied à ces périodes. Elle descendait au village pour y porter les sacs de mouture et récupérer les sacs de sel. Le pain était bon, mais le vieil Antoine était bien maigre après de pareils efforts. La fièvre semblait même s'emparer de lui. Sa femme en était bien inquiète. Avant l'hiver, ce n'est pas bon. Mais le couple s'était lié d'amitié avec le marchand d'antimoine. Au pas celui de Brioude, Véron, qui était bien trop fourbe et vendait son antimoine à des prix exorbitants, mais le marchand de Langeac, qui récupérait aux alentours d'un petit four artisanal les éclats de peau en terre cuite utilisés pour la fonte de l'antimoine. Les déchets contenaient toujours un peu d'antimoine sur les parois, et c'est un éclat en forme de bol que le marchand donna à Antoine pour sa fièvre. Hey, tu m'as piétonné du pain pour la route. Alors le vieil Antoine, d'abord émerveillé par ces mouches de métal brillant sur la terre cuite, y mit à masser une nuit un petit verre de vin. La fièvre le lançait pendant la nuit et de grosses gouttes de sueur coulaient sur son front blafard. Au lendemain, le vieil Antoine, usé par une nuit trop courte, avala le vin et fut pris d'aigreur d'estomac, au point qu'il appela sa femme pour lui porter un seau pour vomir. La suite, vous la connaissez. Au bout de quelques jours de traitement et de purge, le vieil Antoine eut tellement faim qu'il engloutit les réserves de la chaumière en quelques repas. Il reprit du poil et sa femme fut bien heureuse de constater que son meunier pouvait de nouveau retourner à son moulin. Même le vieil Antoine ne s'était, disait-il, jamais senti aussi bien. Il lui semblait posséder une force toute nouvelle, une énergie et une vitalité démesurées. Tant et si bien qu'au bout de quelques semaines, il voulut retrouver de cette pierre magique pour y accommoder son vin, le bougre. Mais au fait, dis-moi, tu me sens bien absorbé et ces ouvrages ont l'air anciens. Montre-moi. Le char triomphal de l'antimoine du frère bénédictin Basile Valentin. Mais qu'est-ce? Il s'agit de l'un des nombreux traités d'alchimie du frère Basile Valentin. D'alchimie? Tu ne crois tout de même pas à ces superstitions moyenâgeuses? Non, bien sûr que non. Mais il ne s'agit d'ailleurs pas simplement de superstitions moyenâgeuses. Certaines se sont révélées être de véritables découvertes scientifiques et non de simples légendes. Oh, tu sais, de nombreuses légendes circulent sur le travail dans les mines. Tiens, tu connais peut-être celle des lutins, protecteurs des gisements souterrains, qui ont une connaissance extraordinaire. Et tu sais, ils ont droit même de vie ou de mort sur les mineurs. Eh bien, ces croyances datent de l'époque gallo-romaine, tiens, peut-être même de l'Antiquité. Oui, bien sûr que je connais ces légendes. Elles font partie du folklore des régions minières. Non, je suis simplement passionné de livres anciens et des circonstances de leurs trouvailles. Cet ouvrage de Basile Valentin aurait été trouvé dans une colonne creuse de son abbaye, alors détruite par la foudre. En sus,
On ne peut ôter à ces ouvrages que ceux qu'ils décrivent est parfois vérifié par nos sciences. Bah oui. Mais comme quoi? Par exemple, Basile Valentin décrit les très nombreuses utilisations de l'antimoine en médecine. Et vous-même me parliez du vin émétique, cette décoction de vin et d'antimoine que les ouvriers des mines de Haute-Loire prennent encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui. Celui-ci soigne tous les maux. Mais avec des dosages qui, je l'avoue, sont véritablement effrayants. Terrifiant, en effet. Eh bien, dans le char triomphal de l'antimoine, cet ouvrage date de 1604. Et pourtant, Basile Valentin, il décrit la préparation du vin émétique de façon extrêmement détaillée. Allons voir derrière le fils. Non, devant. Crosati patris benedicti, sut maya quae libas, ipse venera vivas. Amen. Avicente, Montagnana, Galien. Paracelse. Constantin l'Africain. Mes frères, je crois que nous sommes bénis. Mais alors, l'abbé serait aussi alchimiste? En juger par l'épaisseur de poussière et la taille de ces toiles d'araignée, ce laboratoire n'a pas été visité depuis des années. Que l'abbé n'aurait pas connaissance de ce laboratoire? Rien d'étonnant à cela. Notre père est tellement vieux qu'il ferait même pas la différence entre un bœuf et une charrette. Mon pauvre père. Mes frères, venez voir ça! Ouh, la réserve! Des 1000 bouteilles! Oh, mes frères! Oh. Regardez-moi ça. Ce vin doit bien avoir au moins 50 ans. Oh, c'est péché! Aimez-moi ça, mes frères. Des verres, trouvons des verres! Au goulot! Wow. Cette lumière! Oh, ça venait de la salle de l'abbé. Regarde. Ah ben ils ont l'air frais ces trois-là. Et encore, ils n'ont pas commencé leur journée. Qui est avant nous là? Passe-moi un peu la jumelle. Basilus, ça n'est pas étonnant. T'es l'ivrogne celui-là. Et le petit Valentinus. Eh bien, rebelle le script. Et je crois que je vois... non, Augustus. Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'il nous mijote? Hein? Galien dit: la santé des hommes est gouvernée par 4 fluides. Le sang, la lymphe, la bile jaune, la bile noire. Eux-mêmes correspondant aux 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, qui peuvent être chauds, froids, humides ou secs. Buvez un petit verre, ça vous détendra. Ce n'est pas à ce rythme-là que nous atteindrons le grand œuvre. Ah, il nous manque les connaissances élémentaires. Prions ensemble, mes frères, prions. Et buvons de la gloire du Seigneur! Mon frère, nous ne savons même pas distinguer les échantillons qui sont à notre portée. Crus, Santis, Patris, Benedicti, sunt malea quae libas, ipse venera bibas. Amen. Peut-être. Pourrions-nous enterrer des rochers dans la porcherie? Riche idée. L'accès à la terre est facile depuis la fenêtre, et l'eau des cochons cachera la poudre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, C'est comestible. oh, c'est comestible. Oh non mais j'ai tellement faim moi. Mais venez voir ça mon frère. Oui. Regardez les bêtes.
Elles grossissent à vue d'œil. Nous les avons splittées squelettiques hier au soir et le gras semble être apparu pendant le jour. Et regardez comment elles se nourrissent. C'est vrai que les bêtes ont repris du poil de la bête ce matin. C'était bon la poudre, hein? J'en ai mangé toute la journée. Par contre, je te raconte pas la nuit que j'ai passée, ça... Mais ça purgerait je sais pas quoi, ça. Et moi donc une L'air tout en forme, toi, aujourd'hui. Hein, ma truie? Pourquoi est-ce que la poudre fait grossir les cochons et périr nos pauvres frères? Mais nous en avions dans nos écuelles à nous. Pourquoi sommes-nous encore là? Ou bien la poudre ne peut fonctionner sur les âmes pures. Il y aurait donc une contre-indication. Contre-indication. Mais nous en avions dans nos écuelles. Oui? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi sommes-nous encore là? Eh ben... Sainte puissance, accorde-nous tes lumières. Pardonne tes enfants. Mon frère, arrêtez avec ça. Si sa sainte puissance ne pardonnait pas nos expériences, c'est nous qui l'aurions rappelé à lui, au lieu de nos pauvres frères. Non. Si Dieu nous a laissés sur terre, c'est pour... Nous condamner. Pour notre mission divine. Mais il y aurait donc une contre-indication. Oui. Ce serait une contre-indication pour les moines. Ce serait un anti-moine. Nombre de trouvailles l'ont été par hasard. On ne peut prétendre qu'au XVIIe siècle, les femmes et les hommes de science disposaient d'une méthodologie rigoureuse qui leur permettait de trouver ce qu'ils cherchaient vraiment, ce qui est le cas aujourd'hui. Cela est vrai, je dois bien l'admettre. Pourtant, je pense tout de même que leurs ouvrages méritent une certaine considération. Jean, mon petit Jean, tu es décidément bien curieux. Mais Jean, ta montre! Hâtons-nous, nous sommes déjà en retard. Vous avez raison. Je récupère ces ouvrages et je vous suis. Allons-y vite.